à toutes et à tous. Bienvenue dans un rendez-vous du pharmacien manager, un rendez-vous virtuel du pharmacien manager. Très heureuse de vous retrouver tous sur un sujet autant d'actualité qui est celui de la loi de finances 2023 qui a été récemment votée. Nous allons voir donc un petit peu c'est quoi les nouveautés pour la pharmacie et en quoi cela impacte votre exercice officinal. Je vais d'abord partager mon écran pour présenter les orateurs que nous avons autour de la table aujourd'hui. Alors, bienvenue à tous. Déjà, pour commencer, nous avons autour de la table Dr Aïcha Zahi, pharmacienne d'officine à Rabat, mais également présidente de la Société marocaine pour la valorisation de l'acte officinal. Bienvenue, Dr Zahi. Nous avons professeur Maïwet, docteur Mohamed Maïwet, pharmacien d'officine également et enseignant en droit pharmaceutique à la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat. Bienvenue, professeur. Docteur Omar Mernissi, pharmacien d'officine à Meknes et également chef d'entreprise. Bienvenue à vous, docteur Mernissi. Docteur Tawfiq Dres, pharmacien d'officine à Casablanca et bienvenue docteur Dres et enfin monsieur Younes Toursati qui nous vient du cabinet BT Conseil. Il est manager associé et expert comptable de formation à Casablanca. Donc, nous avons une table ronde très riche avec des praticiens qui connaissent les problématiques et les enjeux de l'officine et de sa fiscalité au jour le jour. Nous avons aussi avec nous un expert de la question de la comptabilité. Nous allons voir tous ensemble quels sont les enjeux pour la pharmacie. Mais avant tout cela, je vais démarrer par une introduction. Alors, pour ma part, c'est Noha Brada. Je suis professeure universitaire et formatrice pour entreprise, consultante en stratégie et docteur en sciences économiques et gestion sur des thématiques de l'intelligence économique pour l'industrie pharmaceutique. Donc, aujourd'hui, on va vous parler tous ensemble, les 6 orateurs de la loi de finances, l'essentiel de mesures fiscales pour le pharmacien. Pour introduire ce webinaire, je vais d'abord vous faire un petit peu le panorama de quelles sont les mesures fiscales qui impactent. Il y en a beaucoup, il y a plus de 333 amendements qui ont eu lieu, mais nous n'allons pas tous les voir parce que tous ne concernent pas la pharmacie. On a fait vraiment une sélection pour vous, pour aller droit au but sur ce qui peut vous concerner. Et du coup, nous allons avoir un déroulé du webinaire qui va aller sur 4 axes principaux. Le premier axe, c'est qu'on va parler de la mesure de l'IS, puisque c'est la principale mesure où il y a eu une modification. Et cette mesure de l'IS pousse un certain nombre de pharmaciens à se poser la question, est-il toujours intéressant de transformer sa pharmacie en exercice personne physique à sa pharmacie en exercice personne morale, c'est-à-dire en société ou SARL? Nous allons avoir donc les retours d'expérience et les témoignages de nos pharmaciens, ainsi que l'avis également de notre expert. Au niveau de l'axe numéro 2 que nous allons voir aujourd'hui, ça concerne tout ce qui est la mesure fiscale de l'IR. Donc, autant on va beaucoup plus focaliser dans l'axe 1 sur la société commerciale SARL, autant sur l'axe 2, on va aller beaucoup plus sur la personne physique. Donc, quel est l'impôt sur le revenu, comment on le calcule, c'est quoi cette histoire de retenue à la source quels sont les principaux avantages et inconvénients de cette mesure. Et enfin, sur l'axe 3, nous allons parler du rachat et de la cession de pharmacie dans le cas où c'est une personne physique, dans le cas où c'est une personne morale. Qu'est-ce qu'il faut payer comme impôt? Qu'est-ce qu'il reste? Et enfin, sur l'axe 4, nous allons avoir des retours d'expérience, des témoignages, vos avis également sur quelles sont les bonnes pratiques et les pistes de réflexion à développer pour l'amélioration de la situation fiscale de l'exercice officinal aujourd'hui. Alors, pour commencer, je vais d'abord démarrer par vous poser un petit peu le contexte de la loi de finances, parce qu'une loi de finances, à chaque fois qu'elle est votée, on commence par un projet de loi et ensuite, vers le mois de décembre, on dit OK, on amende, on retient, etc. Cette loi de finances a été particulière, dans un contexte très particulier, puisque déjà, il y a eu beaucoup de doléances de la part de plusieurs professions, que ce soit les pharmaciens, les médecins, les avocats, les professions libérales, mais aussi les entreprises. Mais il faut savoir que si toutes les mesures qui ont été proposées l'ont été, c'est parce qu'elles se sont basées sur 3 fondements principaux qui sont
La stabilité sociale, la solidarité sociale est un fondement principal de la loi de finances au Maroc, l'amélioration continue de la condition de la femme et de la famille, mais aussi le renforcement des capacités de l'économie nationale. En effet, depuis le discours royaux en 2014 puis en 2016, c'est très important la partie sociale pour le Maroc. De plus, avec la pandémie Covid, il y a eu beaucoup d'effets persistants, que ce soit sur les plans économiques, sanitaires et sociaux, d'où beaucoup de chantiers ont été lancés, le chantier du réforme de la santé, le chantier de l'éducation notamment. Il y a eu une très forte inflation, surtout que post-pandémie Covid, il y a eu également la guerre en Ukraine et en Russie, qui a fait flamber les prix des matières premières, des denrées alimentaires. Donc, on est dans une situation économique assez complexe. Il y a une pression sur les chaînes d'approvisionnement, puisque la souveraineté économique et sanitaire est devenue vraiment cruciale un peu partout dans le monde. Donc, les chaînes d'approvisionnement ont commencé à mettre d'abord en avant leur propre pays et leurs propres besoins locaux avant d'envoyer leurs marchandises à l'international, ce qui a eu un ralentissement, ça a retenti donc sur la croissance mondiale qui était de 3,2% en 2022 et qui a une prévision d'à peine 2,7% en 2023, soit 0,5 points de diminution. Enfin, pour le contexte marocain, il y a plus de 44 milliards de dirhams qui vont être injectés entre 2022 et 2023 pour la relance de l'économie marocaine, notamment avec la caisse de compensation, les remboursements des crédits de TVA. Il y a eu une augmentation du SMIC. Il y a pas mal d'allocations de relance, que ce soit pour le secteur du transport ou le secteur du tourisme. Donc, il y a vraiment une forte volonté de la part du gouvernement et des autorités de relancer cette économie et d'assurer toujours cette souveraineté économique et sanitaire dont nous avons besoin. Et la fiscalité, donc à travers la loi de finances, vient répondre à cette volonté très forte de la solidarité sociale. Alors, pour commencer, comme je vous l'ai dit par rapport à l'axe 1, nous allons faire un focus sur la fiscalité des sociétés commerciales, donc qui sont concernées par la mesure, la mesure de l'IS, de l'impôt sur les sociétés. Alors, avant la loi de finances 2023, quand on était une pharmacie SARL, mais toutes les autres formes juridiques, sociétés anonymes et SARL associées uniques également sont concernées. Au niveau du paiement de l'IS, quand on avait un bénéfice qui était inférieur à 300 000 dirhams, on payait 10% d'impôt. Quand il était entre 300 000 dirhams et 1 million de dirhams, on payait 20% d'impôt. Et quand il était supérieur à 1 million de dirhams, c'était 31%, sauf pour les sociétés industrielles qui fabriquent et qui produisent. Dans une volonté de développer l'industrie, il était à 28%. Concernant la cotisation minimale, elle était passée de la loi de finances 2021 à la loi de finances 2022 de 0,5% à 0,40%. Pour rappel, la cotisation minimale, c'est quand une pharmacie, par exemple, en tant que société est déficitaire, vous êtes quand même obligé de payer 0,5% de votre chiffre d'affaires. Donc, c'était 0,40% en 2022. Concernant la retenue à la source, c'est-à-dire les dividendes, si vous voulez sortir de l'argent à la fin de l'année, vous distribuez vos bénéfices et donc sortir de l'argent de votre société, vous deviez payer une retenue à la source de 15%. Donc, si vous vouliez sortir 10 000 dirhams, il fallait payer 15% sur les 10 000 dirhams. Qu'est-ce qui a changé par rapport à ces principales mesures dans cette loi de finances 2023? Par rapport à l'IS, il y a eu le principal changement. Alors, sachant que la majorité des pharmacies sont dans une moyenne de déclaration de bénéfices autour de 300 000 dirhams ou inférieure à 300 000 dirhams, c'est surtout la première ligne qui nous intéresse ici. Donc, nous avons une hausse de l'impôt sur les sociétés sur les 4 ans à venir. Donc là, vous deviez payer 10% sur un bénéfice inférieur à 300 000 dirhams en 2022. En 2023, ce sera 12,5%. En 2024, ce sera 15%. Et en 2025, 17,5%. Enfin, pour arriver en 2026 à 20%. Donc, nous avons une augmentation proportionnelle assez linéaire de l'IS sur les 4 années à venir.
Concernant la troisième ligne, donc les sociétés réalisant un bénéfice inférieur à 100 millions de dirhams, nous avions une augmentation de 31, toujours en fait une baisse de 31 à 20%. Donc ce qu'on voit là, c'est qu'ils essayent de faire en sorte que tout le monde, au final, paye le même IS, peu importe le bénéfice déclaré. Il n'y a plus de question de palier par rapport au bénéfice. Concernant la cotisation minimale, quoi de neuf? Donc, on était à 0,40% à payer. Aujourd'hui, elle est baissée à 0,25%. C'est-à-dire, si vous êtes déficitaire, vous ne gagnez pas d'argent, vous avez fait un bilan qui montre que vous n'avez pas de bénéfice, vous devez quand même payer 0,25% sur votre chiffre d'affaires. À noter quand même que le minimum à payer est de 3 000 dirhams. Donc, peu importe, le 0,25% s'applique à partir du moment où les 0,25% de votre chiffre d'affaires sont supérieurs à 3 000 dirhams. Concernant la retenue à la source par rapport à la distribution de dividendes, donc le fait de sortir de l'argent de ce que vous avez gagné, ça n'a pas changé, ça reste toujours de 15%. Donc ça, c'était le cas pour les sociétés commerciales, donc les pharmacies exerçant sous forme de société. Donc, ce qui nous amène à nous poser, on a discuté avec nombreux pharmaciens, dont nos orateurs ici présents, sur les enjeux de la transformation. Alors, un petit rappel qui, je pense, est assez important à voir par rapport aux avantages et inconvénients généraux de la personne physique et de la personne morale. Sur le plan juridique, la SARL constituée par une personne, donc associée unique ou par plusieurs personnes, ne supporte les pertes qu'à concurrence de leur apport. Donc, si vous avez 50% des parts de la pharmacie, vous êtes deux dans la pharmacie, vous supportez 50%. Mais si vous êtes à 100%, vous supportez 100%. Par contre, la personne physique est responsable de toutes les dettes de sa pharmacie ou de son cabinet, donc en tant que professionnel de la santé, sur l'ensemble de son patrimoine. Donc, même si votre pharmacie est endettée, eh bien, vous devez utiliser votre compte pour rembourser ces dettes-là. Sur le plan social, il y avait un grand bénéfice des avantages de la CNSS avec la SARL. Aujourd'hui, avec la généralisation de l'AMO, tout le monde bénéficie de l'AMO aujourd'hui. Donc, la personne physique également s'est mise à niveau sur cet avantage-là. Par contre, au niveau du plan de gestion, en personne physique, le pharmacien a le même compte pour ses dépenses personnelles et pour ses dépenses professionnelles et investissements. Et cela peut créer des fois un déséquilibre sur la trésorerie. Mais généralement, les pharmaciens qui veulent vraiment correctement faire les choses et ne pas tout mélanger, font deux comptes séparés, un compte pro et un compte perso. Concernant la SARL, c'est juste impossible d'avoir le même compte pro et perso. C'est un compte qui est dédié à la société et même pour sortir cet argent, vous devez absolument le justifier. Concernant le cadre fiscal, en cas de contrôle fiscal du cabinet ou de la pharmacie, quand c'est une personne physique, cela s'étend à toute la situation globale du professionnel, à savoir vos revenus immobiliers, fonciers, professionnels ou autres, alors qu'en SARL, cela se limite à la SARL uniquement. Donc, voici un petit rappel des comparaisons des exercices en personne physique et en société. Maintenant, concernant la fiscalité des personnes physiques. Donc, après la loi de finances 2023. Alors, concernant l'IR, il n'y a pas eu de changement. Donc, on est resté sur les mêmes tranches de revenus avec les mêmes taux et les mêmes sommes à déduire. À partir d'un revenu global supérieur à 180 000 dirhams, il y a une taxation de l'IR à 38% avec une somme à déduire de 24 400 dirhams. Cette IR s'applique également à vos salariés, donc en fonction de la tranche où ils se trouvent. Concernant la cotisation minimale, il y a eu un changement. Elle est passée de 6 à 4%, mais il est à noter qu'un minimum à payer de 1 500 dirhams obligatoire reste toujours le cas. Et concernant la RAS, il y a eu également un changement. Alors, Taha, je n'arrive pas à voir l'écran en dessous. C'est bon. Il y a eu un passage de la RAS de 15 à 10%. Donc, une réduction progressive d'ici 2026, comme il y a eu une augmentation progressive de l'IS concernant la retenue à la source. Donc, si vous voulez sortir de l'argent par rapport à votre exercice en personne physique, c'est 13,75% en 2023, 12,5% en 2024, 11,25% en 2025 et 10% en 2026.
Concernant un exemple sur l'impôt du revenu professionnel, la façon de calculer, c'est-à-dire que si vous avez un revenu annuel à 150 000 dirhams, l'impôt à payer est de 33 800, puisque quand vous êtes à 150 000 dirhams, vous êtes dans ce palier-là, entre 80 000 et 180 000, où vous avez un taux de 34% qui s'applique et vous devez réduire la somme de 17 200. Donc, quand on fait le calcul de 150 000 fois 34%, c'est 51 000 à laquelle on réduit la somme à déduire qui est de 17 200, ça nous fait un impôt à payer 33 800. Donc, ça vous donne un exemple de comment calculer votre IR facilement. Ce qui m'amène également, donc il y a l'IR professionnel du pharmacien, mais le pharmacien paye également un IR par rapport à ses salariés. Et effectivement, de manière mensuelle, vous devez payer des charges sociales patronales et de l'impôt sur le revenu pour vos salariés, puisque vos salariés, quand ils négocient avec vous, en fait, le salaire, ils ne le négocient pas en brut, ils le négocient en net. Donc, quand vous leur donnez 4 000 dirhams, c'est 4 000 dirhams net, mais vous, réellement, vous payez plus que 4 000 dirhams net, vous payez la différence par rapport au taux d'hier et aux charges sociales et patronales sur lesquelles on pourra s'étaler par rapport à l'exercice de calcul plus tard lors de notre session. Voici des exemples par rapport à l'augmentation du SMIC. Alors, je vais finir sur, au-delà de la loi de finances qui porte la fiscalité au Maroc aujourd'hui, en général, voici quelques bonnes pratiques d'exercice au quotidien. Généralement, on demande vraiment une édition des factures et des honoraires, des tickets de caisse. On vous conseille aussi de constituer votre dossier à remettre au comptable de manière mensuelle, d'utiliser des tableaux de bord financiers pour le suivi de vos activités, d'avoir des prévisions de vos ventes, en fait, de votre chiffre d'affaires, d'estimer vos charges fixes et variables, de séparer toujours les comptes personnels et professionnels, que vous soyez en exercice SARL ou en exercice personne physique, afin vraiment de faire la différence aussi entre les recettes, les bénéfices et les investissements. Voilà, je finirai sur ça, un petit peu la présentation des principales mesures. J'espère que le panorama aura été complet. Je vais donner maintenant la parole à nos chers orateurs, à commencer par Dr Omar Mernissi, par rapport à la question de l'IS. Docteur, à vous l'honneur par rapport à la question de l'IS. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais que vous nous aviez préparé une simulation par rapport à cette IS-là en fonction du bénéfice inférieur à 300 000 dirhams, supérieur à 300 000 dirhams. Et enfin, avec professeur Mohamed Mouawad, docteur Draz et docteur Zahi, ainsi que Younes, on pourra discuter de l'importance de cette transformation ou non. Oui, merci de me donner la parole et merci pour cette belle présentation qui est déjà très, très complète. Donc, juste, moi, je vais aller directement droit au but. Donc, en ce qui concerne, bien sûr, les pharmacies qui sont sur le régime IR, rien n'a changé, vous avez tout expliqué. Sauf que, je dirais que d'un point de vue au niveau des déclarations IR, maintenant, on va devoir ajouter les loyers s'il y a des loyers, alors qu'avant, les loyers étaient libérés à 15% libératoires. C'est ce qui va changer au niveau des pharmacies AIR. Les pharmacies AIS, donc j'ai fait une petite simulation, je me suis amusé à faire des calculs, j'ai fait une petite simulation. Alors en IS, avant, quand une pharmacie gagnait 100 000 avant impôt, bien sûr, elle payait 23,50% d'impôt tout compris, c'est-à-dire avant de sortir en payant 15% de dividende sur le dividende. Donc, ce qui fait que si elle gagne 100 000 avant impôt, concrètement, elle sort avec 76 500 dirhams. Et donc, après 4 ans à l'issue de la réforme, ça sera 72 000. Voilà, à peu près le. Donc, c'est-à-dire, comme nous l'a expliqué Mme Barada, très bien expliqué, aujourd'hui, on va avoir une flat tax, c'est-à-dire que tout le monde va payer 20%. Il n'y a plus de différenciation en fonction de ce qu'on gagne ou de ce qu'on ne gagne pas. Donc, quand on compare à l'IS, le point de rencontre, c'est à 245 000. Comme vous êtes à l'IR, quand vous gagnez 245 000 IR, vous êtes à 28% d'impôt. Et donc, bien sûr, après, comme elle l'a montré dans le graphique, plus vous gagnez au niveau de l'IR et plus vous allez payer. Si vous arrivez à 1 million de dirhams, vous êtes à un niveau de 35% et ainsi de suite. Ça, c'est le résultat avant impôt. Tandis que l'IS, quel que soit ce que vous allez gagner avant impôt, vous allez toujours payer 28.
Quand je dis 28, c'est en tout, c'est-à-dire entre 20% que vous payez et 10% de libératoire. C'est-à-dire au moment de distribuer, quand vous voulez récupérer de l'argent de la société, au lieu de payer 15%, vous allez payer 10%. C'est-à-dire au final, sur votre résultat, par rapport à votre poche, vous allez payer au passage 28% en tout, 20 plus 10 sur les 20 bien sûr. Ce qui fait en tout concrètement 28%. Voilà, je pense avoir répondu à la question. Et voilà. Alors, docteur, Oui. s'il vous plaît, par rapport à libératoire, vous avez parlé de libératoire ou de non libératoire. Est-ce que vous pouvez un petit peu développer cette explication par rapport à nos Non, confrères? ce qu'il y avait de libératoire, c'était quand vous aviez des revenus locatifs. Quand vous avez des revenus locatifs, vous les déclariez avant fin février de l'année qui suit. Donc, ce que vous avez, par exemple, reçu comme loyer durant l'année 2022, vous le déclarez avant février 2023. Vous payez 15% libératoire, c'est-à-dire que vous ne devez plus rien au fisc. Vous avez rentré 100 000 dirhams de loyer, ben vous allez payer 15 000 dirhams et vous êtes libéré de toute vérification fiscale. C'est complètement libératoire. Aujourd'hui, les choses ont changé. Vous allez avoir 100 000 dirhams de loyer. On revient à l'ancien régime, c'est-à-dire on procède de la manière suivante. On fait un abattement de 40% et on prend les 60 000 dirhams qui restent, on les remet sur la basière et on applique le fameux barème de tout à l'heure, c'est-à-dire sur 60 000. Je ne sais pas à quel niveau vous êtes, au niveau de la tranche par exemple, vous êtes là à 20%, et on déduit 8 000 dirhams. Voilà un peu la différence avant, par rapport à avant. Donc, elle rentre dans votre IR, elle se cumule avec le revenu de la pharmacie quand vous êtes en IR, et donc on reprend tout le. Alors, si des fois vous aviez, par exemple, un revenu très élevé déjà de 500 000, par exemple, ou 400 000 dirhams de la pharmacie, automatiquement, votre loyer votre loyer après abattement, je répète, de 40%, va subir les 38% à plein pot. Voilà donc un petit peu comment les choses vont se faire en pratique. Merci beaucoup, docteur Melnissi. Professeur Naoud, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à la transformation de la personne physique à SARL au vu de la mesure de l'IS que nous avons exposée aujourd'hui? Votre micro est muté. On ne vous entend pas. C'est bon, c'est parfait. Oh, impeccable. Donc, merci aux organisateurs de m'avoir convié à participer à ce webinaire sur les principales innovations en matière de fiscalité. Et par rapport donc à votre question, c'est la transformation. Vous savez, aujourd'hui, donc comme ça a été bien donc développé dans votre présentation et ça a été bien expliqué par C. Omar. Aujourd'hui, c'est une question de calcul. Donc voilà, donc il faut donc c'est un statut fiscal, donc il faut bien réfléchir. Et donc oui, il faut faire ses calculs et par la suite donc s'engager. Donc il y a quelques années, donc il y a pratiquement 22 ans, donc on a été très chaud donc justement pour réclamer cette transformation. Donc c'est bien donc la mise en place de la SARL en tant que donc mode d'exercice de la pharmacie, parce qu'à l'époque c'est la forme sociétaire, la société présentait beaucoup d'avantages. Il y avait nettement plus d'avantages que par rapport à la personne physique, dans la mesure où à cette époque, donc il n'y avait pas donc de couverture médicale pour les pharmaciens, il n'y avait pas donc l'épargne retraite, il y avait pas on ne pouvait pas donc se permettre un salaire, donc il y avait beaucoup de contraintes dans le mode d'exercice en personne physique. Donc, on ne trouvait pas, donc il y avait moins de contraintes dans la société. D'autant plus que la société, donc comme vous l'avez si bien dit dans votre présentation, donc bon, théoriquement, il y a une séparation entre le patrimoine de la société et le patrimoine personnel. Donc, et là, donc, ça permettait donc d'épargner un petit peu le patrimoine personnel du pharmacien en cas donc de, je sais pas, de déconfiture dans le cadre de l'exercice ou bien en cas de vérification fiscale, etc. Donc, il y avait beaucoup d'avantages. D'autant plus que l'IS, donc, c'était donc 10% par rapport donc à l'exercice précédent. L'impôt, donc, il est divisé en 4 tranches. C'est donc des acomptes trimestriels, contrairement à l'IR où il faut donc payer l'impôt donc d'un seul trait avant le 31, plutôt le 30 avril de chaque année. Donc, il y avait beaucoup d'avantages au niveau de l'exercice en tant que société, donc c'est en tant que mode fiscal par rapport à la personne physique. Aujourd'hui, donc le droit fiscal, donc et là je parle sous
le contrôle de Sionis, le praticien de la fiscalité. Aujourd'hui, le droit fiscal évolue donc, dans le sens inverse. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui tendance donc, à beaucoup plus donc, serrer un petit peu la société, donc, notamment la SARL en tant que mode d'exercice, par rapport à la personne physique. Donc, il y a plus de pression fiscale aujourd'hui au niveau de la société que par rapport à la personne physique. Donc, ça a été donc, détaillé dans les calculs. Aujourd'hui, un pharmacien qui dégage un bénéfice de plus de 180 000 dirhams, il paie 38% sur l'ensemble de ses revenus. Donc l'IR, c'est un impôt global. Donc, il regroupe l'ensemble des revenus et des activités du pharmacien. Donc, il paie 38% et le reste, donc, il peut s'en servir comme il veut. Alors, au niveau de la société, donc, nous avons les acomptes IS, nous avons l'IR sur salaire, nous avons la EAS que vous avez développée. Et donc, quand on fait le calcul, aujourd'hui, je pense que l'IS dépasse un petit peu l'IR. Donc, il y a beaucoup plus d'avantages en tant que donc, praticien assujetti à l'IR. De plus, cette notion de séparation de patrimoine, aujourd'hui, donc, elle n'existe plus réellement, dans la mesure où, et là, peut-être je ne serai pas tout à fait d'accord avec vous, qu'en cas de vérification, même si le pharmacien exploite son officine en tant que SARL, là, quand il y a une vérification, le fisc donc, procède à la vérification de la société et par la suite, ils ont le droit d'aller vérifier la situation personnelle du praticien. Donc, c'est une vérification d'ensemble. En plus, c'est-à-dire que cette exposition du patrimoine personnel par rapport aux dettes, elle n'existe, à mon sens, et là, donc, je pense qu'il y a pas mal de jurisprudence dans ce sens, c'est-à-dire qu'il y a une particularité donc, par rapport à l'exercice de la pharmacie. La SARL officinale diffère de la SARL de droit commun, dans la mesure où, quand il y a plus d'un pharmacien, ou même s'il y a un seul pharmacien, il est obligatoirement gérant. Il est obligé d'être le gérant de cette pharmacie, et quand il y a plus de pharmaciens, ils sont tous gérants. C'est-à-dire qu'en cas de problème, ils engagent leur responsabilité en tant que gérant, et ils exposent leur patrimoine dans le cadre de la responsabilité patrimoniale de gérant quand ces derniers commettent des erreurs de gestion et qu'ils mettent en péril la société. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est question de choix. Aujourd'hui, bon, pour les anciens, je parle, pour les gens, donc, pour les confrères et les consoeurs qui sont déjà donc, en activité sous forme de personnes physiques, aujourd'hui, je pense qu'avant de transformer, donc, il faut bien réfléchir, il faut faire ses calculs. Cette question de séparation du patrimoine en plus aujourd'hui, donc elle est mise donc, elle n'est plus mise au devant, dans la mesure où, par exemple, même les banques, c'est-à-dire les structures, les institutions financières, aujourd'hui, ils ne vous donnent aucun centime si vous ne donnez pas vos cautions personnelles. Donc, quand vous êtes en SARL, vous devez absolument cautionner la société. Et donc, bien sûr, là, donc, vous allez donc, devoir un petit peu mettre en péril votre patrimoine personnel. Donc, c'est question de calcul. Aujourd'hui, je pense qu'avec la généralisation de l'impôt pour les indépendants, le taux de cotisation pour la personne physique est nettement mieux que pour la personne morale, parce qu'il est indexé par rapport au salaire dans le cadre de la société, alors que dans le cadre de la personne physique, c'est un forfait qui a été négocié avec donc, la CNSS et avec donc, les gestionnaires de l'assurance maladie. Effectivement, il y a pas de retraite, mais donc là, on peut toujours cotiser. Là, je pense que Sius pourra mieux donc, éclairer un petit peu notre religion. Donc, on peut c'est-à-dire envoyer un petit peu donc, nos revenus vers des caisses de retraite. Donc, il y a moins de pression fiscale et les récupérer par la suite. Donc, une fois que le pharmacien donc, va atteindre l'âge de la retraite. Donc, voilà, donc, pour ne pas donc, trop accaparer la parole, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Là, donc, c'est question aujourd'hui, donc, faut réfléchir par rapport à une situation fiscale, donc un choix qui doit être fait de manière rationnelle. Voilà. Parfait, merci beaucoup, professeur. Je vais donner la parole également à vos confrères, docteur Zahi et docteur Dres. Qu'en pensez-vous de cette transformation, de ces nouveaux enjeux? Pour, contre, avantages, inconvénients pour vous?
Euh, Bonjour tout le monde. Merci d'abord pour la présentation de Madame Noura qui était vraiment très très claire et surtout en faisant la comparaison par rapport à avant et par rapport à la loi de finances de 2023. Alors, moi, si je peux donner mon expérience, j'ai transformé la pharmacie, j'étais en personne physique et je suis maintenant en SARL, donc depuis 2016. Alors, parmi les petits problèmes les problèmes que j'ai eus, c'était surtout par rapport au contrat de bail, parce que j'ai fait cette transformation sans demander l'accord au propriétaire. Et là, c'est un vrai problème par la suite. Donc, moi, je conseille à mes confrères, si jamais ils se décident de faire la transformation, même si Semaout nous dit que c'est pas tellement une bonne chose avec la loi de 2023. Mais bon, s'il y a des personnes qui veulent justement être à deux dans une officine, on ne peut pas le faire quand on est en personne physique. On est obligé d'être en salle pour céder justement les actions. Donc, je leur dis, essayez d'avoir vraiment d'arranger la situation du contrat de bail avec le propriétaire. Pour moi, c'est aussi une autre façon aussi de gérer parce que la gestion de la pharmacie en Sarl, on est obligé de suivre vraiment, c'est-à-dire il faut avoir le compte au niveau au niveau de la pharmacie, avoir le compte personnel. Alors que quand on est en personne physique, des fois on est un petit peu amené à utiliser le compte de la pharmacie. Je voulais juste poser une question. Je ne sais pas si ça va être à Madame Noura ou alors à Younes. C'est, d'après ce que j'ai entendu, c'est que maintenant, pour avoir justement les dividendes du compte de la pharmacie, avec la loi 2023, on est passé de 15 à 10%. J'aimerais bien savoir, alors que ce que vous avez présenté tout à l'heure, c'était 15%. C'est resté 15% intact, mais d'après ce que je sais, ça va être baissé à 10. Voilà, c'est ce que je voulais apporter comme témoignage. S'il y a d'autres questions. Enfin, j'ai des questions qui m'ont été posées dans les groupes. Je les poserai peut-être tout à l'heure. Parfait, parfait. D'accord. Oui, Ok, merci. on va forcément les résoudre, Inch'Allah. Très bien, Donc, merci. par rapport à la retenue à la source, moi, j'avais retenu que pour personne physique, c'est passé de 15 à 10, mais je donnerai la parole à mon collègue Younes Toursati. Si vous voulez bien répondre, qu'en est-il? Est-ce que c'est quelque chose qui concerne également les SARL, cette diminution de 15 à 10%? Bonjour tout le monde. Je te remercie déjà pour l'invitation et aussi par la présentation qui est déjà, qui est déjà si bon et si clair. Alors, par rapport au point de dividende, effectivement, même pour les sociétés, il y aura une baisse qui sera graduelle, donc une baisse sur 4 années, d'une façon graduelle, en termes de retenue à la source pour les dividendes. Juste, il y a un point que cet impôt-là ne concerne que les exercices ouverts à partir de 2023. C'est-à-dire que les profits déjà qui sont déjà en haut de bilan, on ne pourra pas éventuellement les faire sortir en dividendes moins de 15%. Je voulais aussi rebondir sur un point qui a été dit tout à l'heure par rapport au profil ou au revenu foncier. Et effectivement, là, il rentre dans le revenu global, mais la question de retenir à la source de 10 ou 15% reste toujours. Et cette retenue à la source qui va être faite par le bailleur ou bien le locataire va être imputée sur le calcul de revenu global de la personne concernée. Donc, qui sera amené à payer sur un impôt de 38% au lieu de 15%. Oui, 38%, mais la retenue à la source va être considérée comme une avance sur impôt. Donc, comme D'accord. s'il va être taxé, je Doublement. dirais, doublement, oui, et avec une possibilité également de faire une demande de restitution. D'accord, parfait. Merci beaucoup, Younes. Docteur Draz, votre avis sur la question de la transformation?
Bonjour à tous, merci pour ce webinaire. Écoutez, moi j'ai l'impression en tant que pharmacien d'officine euh, qui est déjà transformé depuis 2016 en SARL, j'ai l'impression au fait, qu'on a absolument aucun contrôle sur ce qui s'est passé déjà, sur ce PLF. On n'a pas, en tant que professionnel, été associé à une quelconque démarche. On subit un petit peu ce stress économique que notre pays subit ces 2 dernières années. On sait que l'État aujourd'hui a besoin de fonds et ces fonds, bien entendu, il va les chercher là où il peut les chercher rapidement, à savoir chez les professionnels réglementés dont on fait partie. Donc, ces mesures qui, de mon point de vue, bien sûr, sont un petit peu plus contraignantes que pour l'ancienne loi, euh, aujourd'hui, on les subit et on les subit pas tout seul, on les subit aussi avec d'autres métiers. Et on se demande aujourd'hui, euh, par rapport à tout ce qui par rapport à l'approbation de ce PLF, qu'en sera-t-il des pharmaciens qui voulaient, pour des raisons bien évidentes, et qu'on a explicité un petit peu avant, et qu'on explicité Dr Maouet et les autres intervenants, euh, que leur reste-t-il comme option pour pouvoir passer au SARL? Est-ce qu'ils seront amenés aujourd'hui à changer d'avis et se dire, écoutez, on va rester en personne physique. De toute façon, tout ce qui se passe aujourd'hui ne m'encourage absolument pas à aller vers la SARL, avec toute cette pression qui ne cesse d'augmenter d'année en année. Et rappelons que cette pression, il avait déjà augmenté l'année d'avant, avec l'augmentation de certains impôts. Moi, je me dis qu'en tant que pharmacien d'officine, il ne nous reste aujourd'hui qu'une seule petit avantage, si je peux dire. Et cet avantage consiste en la vente de notre officine en tant que SARL et la vente de celle-ci en tant que personne physique. Et c'est peut-être le seul avantage qu'on peut éventuellement avoir en tant que SARL. Quand la transformation elle est bien faite et qu'elle correspond plus ou moins à, à la valeur réelle de la pharmacie en termes de capital, et qu'on décide de vendre notre pharmacie pour une raison X ou Y, en général, on la vend au prix du capital ou légèrement au-dessus du capital. Et on vend normalement, rectifiez-moi si mes données elles sont erronées, et on ne paye que sur le bénéfice qu'on a généré au niveau de la vente de nos actions. Et il n'y a pas, en général, je pense qu'il n'y a pas de redressement possible après la vente d'une pharmacie en tant que SARL. Alors quand on vend une pharmacie en tant que personne physique, on n'arrive déjà pas à donner une valeur initiale de la pharmacie, puisque en général, ces pharmacies ont été créées il y a un certain nombre d'années et qu'on n'a pas gardé des factures. Et même dans le cas où on a gardé des factures d'aménagement de cette pharmacie créée il y a 20 ans, il y a 25 ans, on n'arrive pas à générer une valeur de la pharmacie qui est suffisamment élevée pour pouvoir réduire le gap entre le prix de vente et le prix de revient de cette pharmacie. Et donc, on se retrouve à payer énormément d'impôts le jour où on décide de vendre. D'accord? Donc, pour moi, il ne reste que cela comme avantage pour les personnes qui sont en SARL. Ceci dit, je sais que je ne sais pas si l'État s'arrêtera un petit peu à cela, puisque à chaque fois qu'il y a des changements au niveau des PLF successifs, eh ben, on va piocher là où les professions sont réglementées, là où les professions sont déjà bien contrôlées, puisque chez les sociétés qui sont créées, tout cela, à part l'officine en SARL, on peut aller piocher très rapidement de l'argent qu'on peut éventuellement utiliser pour pouvoir maintenir cette machine étatique en, en, euh, en marche, quoi.
Parfait, Voilà. merci beaucoup pour votre témoignage, docteur Dress. Justement, c'est ce qui m'amène à la question de l'axe 3. Donc, on reviendra, on a déjà vu l'axe 2 à travers l'impôt sur le revenu et le revenu foncier. N'hésitez pas si vous avez des questions pour aller mettre dans les Q&A, on fera en sorte de répondre en live. Donc, par rapport au rachat et cession de la pharmacie, on aimerait bien avoir votre avis, Monsieur Toursati, par rapport à la cession. Donc, une fois, on va faire comme des sortes d'études de cas. Je suis une pharmacie personne physique et puis je veux vendre ma pharmacie à quelqu'un puisque je veux aller à la retraite. Qu'est-ce que je dois payer comme impôt? Si je veux la donner à mon enfant ou à quelqu'un de la famille, donc en don, qu'est-ce que je paye également comme impôt? Donc, la question de la personne physique et puis ensuite, on verra par rapport à la société également. Par rapport à déjà à la pression fiscale, c'est non pas juste les SARL qui souffrent de cette pression, mais même les personnes physiques. Il y a pas mal il y a pas mal de lettres qui sont envoyées par la DGI régulièrement. Alors, je reviens à la question de cession. Il y a, comme tu l'as dit, les deux cas de figure. Le cas de cession pure et simple. Donc, dans ce cas-là, euh, on doit faire, on doit faire une valorisation du fonds de commerce. Une fois on a la valeur, donc on compare entre la valeur initiale et la valeur de vente. On paye 20% sur la plus-value entre la création et le jour de la vente. Et il y a aussi 6% de droits d'enregistrement à payer. Dans le cadre d'une donation, euh, là, c'est différent. Parce que lors Désolé de de vous donation, interrompre. Désolé de vous interrompre, vous parlez de oui, SARL. Juste pour qu'on non, revienne je sur le parle contexte. de De personne personnes physique. physiques. Je parle Ah, de de personnes personne physiques. physique. OK. De OK, personne On va physique. d'accord. d'abord voir la personne physique et ensuite on passe à la SARL. OK, Et OK, très bien. moi, je pensais que c'était toujours 38% pour la plus-value et non pas 20. 38, Euh, 38. sur la plus-value, c'est 20. D'accord. C'est plus-value sur la vente et non pas sur les revenus globaux. Non, non, Euh, sur la vente, ouais. sur la vente. Par rapport à la donation, l'avantage qu'on tire d'une donation, c'est on passe à la sourcille de paiement de la plus-value. C'est-à-dire que la personne qui va recevoir le don, le paiement ne se fait pas instantanément, mais jusqu'à la date où lui-même, il va vendre la pharmacie. Là, lui, il va payer les 20% de la plus-value. Et en plus, les droits d'enregistrement passent de 6 à 1,5. Donc, c'est pas les mêmes, en termes de calcul, c'est pas la même configuration. D'accord, parfait. Donc, si je récapitule par rapport à la personne physique, il y a 20% d'impôt sur la plus-value de la vente et un Exact. droit d'enregistrement de 6%. Exactement. Par rapport au don, il y Oui. a un droit Un d'enregistrement. sourcil. Oui, un droit d'enregistrement de 1,5 et un sourcil par rapport à la plus-value jusqu'à la date où celui qui a reçu C'est-à-dire le un don, sourcil exactement, ça veut dire quoi Quand un il va sourcil? vendre. il ne va pas payer tout de suite jusqu'à la date où lui, il va vendre. Parfait, Ce n'est ok. pas un paiement instantané. Ok, parfait. Merci beaucoup pour donc le cas de figure, l'étude de cas personne physique. Est-ce que vous avez déjà eu affaire à ce genre de configuration quand vous étiez personne physique, cher pharmacien, parmi nous? On n'a pas encore vendu. Vous n'avez pas de témoignages ou dans ce sens de confrères qui l'auraient fait? Quelles sont les problématiques qu'ils auraient rencontrées, par exemple? Oui, c'était surtout des vérifications fiscales qui étaient automatiques. D'accord, oui. Parce que, est-ce que c'est considéré, la vente est considérée, Younes, comme une radiation du registre de commerce pour une réinscription autre? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai vu pas mal de cas qui ont vendu et ils ont eu une vérification fiscale rapide.
Oui, généralement, les vérifications sont faites, ils sont plus sur la plus-value. Donc, généralement, ils sont Ben oui. plus attentifs sur les plus-values. C'est pour ça que les vérifications sont déclenchées instantanément. Hmm. Parfait. En fait, D'autres mon avis, retour professeur d'expérience, Oui. mon retour d'expérience par rapport à ça, de ce que j'ai entendu de la part de beaucoup de confrères qui en vendent deux, c'est que d'abord, ils n'arrivent pas à justifier l'écart entre le prix, la valeur de la pharmacie, étant donné de ce que je vous ai un petit peu dit avant, de la difficulté à trouver des factures d'achat et donc donner une valeur la plus haute possible par rapport à cette pharmacie qu'ils ont créée en personne physique. Et après, on a la valeur de vente qui, en général, est redressée systématiquement, comme a dit Dr Zahi, elle est redressée à la hausse. Sous couvert, comme quoi le voisin, il a vendu à 2 millions de dirhams, alors que vous êtes en train de me déclarer une valeur de vente d'un million cinq. Au fait, j'ai l'impression que le fisc non plus n'a pas vraiment l'obligation de justifier un petit peu ce qu'il juge comme étant des points pénalisants pour le pharmacien. Beaucoup de personnes ont vendu un prix très proche du prix réel auquel ils ont vendu, et ils ont été redressés sous le justif comme quoi la pharmacie, elle avait beaucoup plus de valeur que cela, alors que le monsieur, il était endetté et qu'il avait envie de vendre cette pharmacie pour pouvoir sortir de ce cercle vicieux de dettes et de frais générés avec la dette, et de pharmacie peut-être non rentable pour quelqu'un qui est endetté. Voilà un petit peu ce que moi j'ai vu. En fait, les expériences sont pour la majorité de mauvaises expériences pour les gens qui ont vendu en personne physique. Ok. Et concernant les cas de figure SARL, peut-être on regardera et puis on vous donnera aussi la parole, Oui. vous, Dr. Mahout. Qu'en est-il pour la SARL? Donc, l'étude de cas est la suivante. J'ai une pharmacie, j'exerce en SARL. Je ne veux plus exercer le métier de pharmacien, je veux vendre. Qu'est-ce que je dois payer? Qu'est-ce que cela implique au niveau du paiement de l'IS et de la déclaration de cette vente? Il faut d'abord, je pense, avant de demander pour la vente, il faut dire que juste au moment où on passe de personne physique à personne morale, il y a une valorisation de la pharmacie. Par exemple, elle revient au début pour la création, c'était à 200 000 dirhams, mais on peut, par exemple, lui donner une valeur de 4 millions de dirhams. Donc, il y a une revalorisation et ça compte énormément, c'est ce que disait tout à l'heure Dr Dress, ça compte énormément dans la plus-value quand on veut vendre en SARL. Parfait, c'est très important, effectivement, très intéressant. Donc, qu'en est-il concernant les droits d'enregistrement et la taxation de la plus-value dans ce cas, Younes? Alors, pour une vente d'une SARL, normalement, on vend juste les parts sociales. Donc, on est plus sur la plus-value sur la part sociale. Donc, Cette normalement, départ. sur les parts, oui. C'est la session de départ. Par contre, si on veut faire une transformation d'une personne physique à une SARL, là aussi, il y a la question de valorisation qui revient systématiquement. Donc, on a aussi les droits d'enregistrement qui sont à 1000 dirhams et aussi la plus-value à payer de 20%. Et la pratique fait, une fois qu'on veut transformer la personne physique en SARL, c'est un déclenchement un déclenchement de contrôle fiscal systématique chez chez la personne physique. D'accord. C'est écrit nulle part, mais en pratique, c'est toujours comme ça. Donc, une Moi, je ne l'ai fois. pas eu. Moi, je ne l'ai pas eu. Bon. C'est très Tu as de la intéressant. chance, hein. Moi non Non, plus. j'ai beaucoup de soeurs, beaucoup de confrères qui ont fait une transformation, qui n'ont pas eu le contrôle systématique. En pratique, les cas que j'ai vus, donc ça revient, je dirais, automatiquement avant la radiation de la personne physique. Ce qu'il Mais faudrait peut-être aussi rajouter, c'est que quand on passe de personne physique à personne morale, on ne peut jamais revenir en arrière. Ça, c'est aussi avez-vous vrai. des regrets, docteur Zahir? Voilà. Non, il y a des avantages et des inconvénients pour tous les cas de Tout à figure. fait.
C'est ce qu'on essaie de voir aujourd'hui avec les lois de finances évoluent. Effectivement, on voit, donc en récapitulant un petit peu tout ce que vous avez dit, qu'il y a une pression fiscale plus importante et de plus en plus importante avec le fondement de la solidarité sociale sur les SARL, parce que c'est des sociétés. Et puis, avec la généralisation de l'AMO, on peut s'en mordre les doigts parce que bon, c'est bon, l'AMO est là pour les personnes physiques, etc. Mais on n'oublie pas qu'à côté, il y a quand même un revenu global qui est de 38%, une taxation de 38% sur l'impôt sur le revenu qui reste quand même assez importante. Donc, s'il y avait une revue de l'IR, effectivement, à la baisse, ce qui était le cas en tant que rumeur, mais que finalement nous n'avons pas vu, là, il y aurait vraiment plus de questions à se poser. Mais pour l'instant, et vu l'évolution aussi du business model de la pharmacie, qui sera amené peut-être à proposer d'autres services, en tant que présidente de la Société de la valorisation de l'axe officinal, vous pouvez mieux en parler que moi, ces services-là sont beaucoup plus facilement facturables sous forme de SARL que sous forme de personnes physiques. Donc, on espère que ce business model-là évoluera aussi dans ce sens pour le bien du métier de pharmacien. Je donnerai la parole à Dr Moussi et professeur Mehoud par rapport à la session ou au don de la SARL. Qu'en pensez-vous? Avez-vous des témoignages, des retours d'expérience dans ce sens? Oui, merci Madame Noah. Donc, je voudrais juste réagir par rapport donc, à ce qui a été dit. Et là, j'espère me tromper parce que là, donc, il y a certaines choses, à mon sens, qu'il faut prendre avec beaucoup de prudence. Il ne faut pas donc s'aventurer à avancer des choses pour lesquelles on n'est pas sûr. Surtout que le droit fiscal est un droit un petit peu particulier. Donc, c'est un droit donc, qui est entre les mains, donc, qui est appliqué par la puissance publique, par l'administration fiscale. Et là, donc, c'est l'intérêt général. Donc, ils peuvent parfois donc, interpréter donc, à leur manière. Donc, il y a beaucoup de modalités d'interprétation qui peuvent remettre en cause un petit peu tout ce que nous venons de dire. Donc, par rapport à la personne physique, donc, je reprends de la personne physique. Donc, là, donc, pour répondre à cette quand un pharmacien crée sa pharmacie, donc pour la première fois, donc, dès la première année, il commence donc à faire ses déclarations fiscales. Donc, il y a un bilan donc, de l'activité qui est déposé et dans lequel nous avons donc des immobilisations. Et là, donc, je parle toujours sous le contrôle du fiscaliste, donc c'est Younes. Donc, il y a donc on déclare donc, nos immobilisations, donc on déclare nos amortissements, etc. Et donc, il y a toujours, donc, il y a le brut, la colonne brute et la colonne nette. Donc, à tout moment, nous avons donc, la valeur réelle donc, de nos immobilisations. Et bien sûr, donc, une fois que l'ensemble des immobilisations, l'ensemble des aménagements, l'ensemble du matériel a été amorti, donc il n'y a plus donc, rien à amortir. Donc, c'est-à-dire que déjà, le pharmacien a pompé un petit peu donc, dans le cadre de ses déclarations. Donc, il a, si vous voulez, donc, récupéré son argent. Et là, donc, bien sûr, la cession d'un fonds de commerce fait partie donc, de la déclaration que va faire le pharmacien. Donc, il déclare son prix donc, c'est le net qui lui reste au niveau du bilan. Par rapport, donc, il va le déduire donc, il y a des calculs à faire du montant de la vente et par la suite, donc, il y a un abattement et il est assujetti donc, à un impôt donc, sur la plus-value. Dans le cadre donc, de la cession, donc, le pharmacien cessionnaire, c'est-à-dire celui qui va acheter le fonds de commerce, donc, son prix donc, valorisé, donc là je parle toujours dans le cadre de la personne physique, c'est le prix de cession. Donc là, donc, c'est la valeur du fonds qu'il a acheté, donc il va être donc, dans le cadre au niveau de son bilan, donc par rapport au prix de cession, donc on fait toujours la même chose. Par rapport à la société, donc par rapport à la personne physique, là je risque de ne pas être tout à fait d'accord avec Sionis, c'est-à-dire que dans le cadre de la cession d'un fonds de commerce dans le cadre d'une SARL, l'administration fiscale ne se limite pas uniquement à imposer donc, la plus-value sur les actions. Par contre, parce que dans le cadre de l'activité, il y a un bien patrimonial, c'est le fonds de commerce, qui fait partie donc, du patrimoine de la société, qui a une valeur beaucoup plus importante que le capital. Là, donc, prenons le cas, par exemple, d'un pharmacien qui crée une SARL. Comme vous le savez, aujourd'hui, on crée une SARL avec 100 000 dirhams sans libérer le capital. C'est juste une écriture. Une écriture, donc le capital d'une pharmacie à 100 000 dirhams. Après 15-20 ans d'activité, ce capital, peut-être, il va augmenter à 200 000 dirhams. Mais est-ce que réellement la différence est de 100 000 dirhams? Elle est 10 fois, sinon 20 fois, sinon 50 fois plus importante. Parce que c'est l'activité de la pharmacie qui représente la vraie richesse de
de l'officine. C'est le fonds de commerce. D'autant plus que le fonds de commerce, en droit, donc, qui est déjà dit, c'est une fiction de droit aujourd'hui, donc on le retrouve au niveau du fonds de code de commerce, c'est une universalité de biens et de droits. C'est beaucoup de choses qui sont regroupées par le commerçant et qui donnent une valeur au fonds de commerce. Nous avons tout ce qui est éléments corporels, tout ce qui existe au niveau de la pharmacie, les équipements, les aménagements, les marchandises, etc. Mais également d'autres éléments qui sont donc des éléments incorporels qu'on n'arrive pas à toucher, qu'on n'arrive pas à palper, mais qui ont de la valeur. Pour certains, il s'agit d'une fiction. Par exemple, si on prend le cas de l'achalandage, l'achalandage n'est pas la clientèle rattachée au quotidien à la pharmacie. C'est une clientèle potentielle, future, probable. D'accord. Et par contre, et pourtant, au niveau donc de la valorisation du fonds de commerce, elle a une valeur. D'accord. Il a une valeur. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on a parlé, quand mes amis ont parlé de la transformation, effectivement, au moment où, quand on veut passer de la personne physique à la personne morale, là, donc, il y a une institution de droit commercial qu'on appelle l'apport du fonds de commerce en société. C'est pour ça qu'on valorise le fonds de commerce. Donc, cette opération de valorisation est une opération qui est réglementée. Il y a la nomination d'un commissaire plutôt aux apports, qui va donner à chacun de ces éléments une valeur. Il va valoriser les éléments corporels en tenant compte de leur vétusté, de leur amortissement, etc. Il va également donner une valeur à la clientèle qui est généralement qu'on retrouve au niveau du bilan et qui représente le chiffre d'affaires. Il va donner une valeur au droit au bail dont a parlé Aïcha tout à l'heure, qui est un élément très, très important au niveau du fonds de commerce. C'est l'élément qui va permettre la pérennité de la pharmacie dans le local où s'exerce donc le métier. Donc, on lui donne une valeur et ainsi de suite. Il y a donc les brevets, beaucoup de choses. Et donc là, on donne une valeur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons des SARL, personnes qui ont transformé de la personne physique à la SARL et se retrouvent avec un capital de 6 millions, 7 millions, 8 millions, voire 8 millions de dirhams de capital. Parce qu'ils donnent une vraie valeur à ce fonds de commerce. D'accord? Donc aujourd'hui, je pense, parce qu'il y a eu des cas, peut-être pas dans le cadre de la pharmacie, mais dans le cadre d'autres activités qui se rapprochent de la pharmacie, où l'administration fiscale a jugé que lorsqu'on opère une cession de part, c'est-à-dire qu'il va y avoir une taxation par rapport à la plus-value sur le profit des actions, mais sans omettre d'aller voir qu'est-ce qui a été cédé derrière donc, ces actions. C'est-à-dire qu'il y a un fonds de commerce qui a été cédé, dont la valeur est très importante. Donc, je pense qu'il faut donc reprendre un petit peu donc, les choses, les cogiter, les mûrir, donc avant de se prononcer. Alors, comme il ne nous reste pas beaucoup de temps ensemble, notre webinaire doit se terminer maximum à 16h10, 16h15. Donc, pour info, pour les participants qui sont parmi nous, le débat est hyper intéressant. Je vais donner la parole à Dr Mernissi pour son avis également, puis à Dr Draz et ensuite Younes qui lève la main. Et puis, on passera aux questions de nos participants. On a un ensemble de questions qu'on va adresser. Donc, Dr Mernissi, qu'est-ce que vous en pensez selon vous par rapport à la session de la SARL? Bon, je voudrais, tout a pratiquement été dit, sauf qu'il y a des fois un avantage à le faire quand on a un enfant qui est pharmacien. Puis qu'à ce moment-là, la session se fait d'une manière presque gratuite. Hein. C'est vraiment intéressant dans ce cas-là. Il y a beaucoup de pharmaciens qui l'ont fait parce qu'ils savent qu'ils ont un enfant pharmacien. Ça, c'est indiscutablement intéressant. On peut faire une donation en société, mais on ne peut pas faire une donation de fonds de commerce. C'est considéré comme une vente. Et donc, c'est taxé au prix de 38%. Alors que quand on fait une session de part sociale, c'est quasiment gratuit. Je crois que c'est un prix forfaitaire de 1000 dirhams. Ça, c'est très intéressant. D'accord. Sinon moi, je dirais que globalement, on ne fait pas une transformation en SARL. Faire une transformation de personne physique en SARL, comme elle a dit là, tout à l'heure, d'abord, c'est irréversible. C'est un projet qui doit être bien réfléchi, comme un dessin à haute. Et on ne va pas le baser sur la fiscalité. Moi, je vous dis franchement, je viens de la faire, moi, la transformation, et j'étais sur une fiscalité de 40% parce que j'ai un relevé élevé, et je vais passer à 28%. Mais ça, je n'avais pas prévu du tout. Voilà. Donc, on ne fait pas une transformation en fonction, moi, personnellement, c'est mon avis personnel. On le fait pour des raisons pratiques, soit parce qu'on veut faire un salaire, soit parce qu'on a un fils qui est pharmacien, on veut lui faire une session, soit quand on peut des fois avoir une pharmacie importante et on peut des fois céder à 2 ou 3 pharmaciens, ce qu'on ne peut pas faire avec un fonds de commerce. Donc, moi, juste, je complète par rapport à tout ce qui a été dit. On peut céder à un enfant pharmacien et on peut céder à 2, 3 pharmaciens quand on a une pharmacie relativement importante.
Je pense que c'est déjà deux grands avantages de la SARL. Oui. Et au niveau de la vérification fiscale, de toute façon, une révision fiscale, c'est quelque chose de très, très subjectif. Très Hein. subjectif. C'est un Très administrateur aléatoire. qui a envie de payer un maximum d'argent et puis un contribuable qui a envie de payer le minimum d'argent. Voilà. Et puis on rentre dans le juridique, les avocats, et puis ça dépend des relations. J'ai eu à faire j'ai eu à subir beaucoup de vérifications dans ma vie pour des tiers et pour ma part personnelle. Donc, pour moi, c'est mon expérience. C'est quelque chose de très subjectif. C'est pas quelque chose on peut pas dire que la SARL, on a moins de risque fiscal que la personne physique. C'est pas vrai, puisque je connais des pharmaciens qui ont vendu en faisant un accord préalable. Vous savez que ça existe, un accord préalable avec le fisc. Ils se sont mis d'accord à l'avance sur la valeur et ils ont cédé et ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de vérification fiscale. Il y a eu un accord qui était signé au préalable. Voilà, je complète. Je pense que tout le reste a été dit. C'est parfait. Je rajouterai que avec l'amnistie fiscale auquel ont participé une très grande majorité de pharmaciens en 2020, il y a déjà une proscription sur les 4 années de 2017, 2018, 2019, 2020. Et du coup, même en cas de transformation, normalement après l'amnistie, vous avez pris de bonnes résolutions. Donc, vous n'avez plus rien à craindre. Je voudrais rajouter quelque chose pour les gens qui voudraient justement transformer la pharmacie de personne physique à personne morale. Ils ne peuvent céder les actions que 4 ans après. Il faudrait préciser ceci. Important. Donc, pour bénéficier, pardon, 4 ans pour bénéficier pour bénéficier justement de vendre les actions. Mais on peut toujours vendre avant si on veut, on peut toujours vendre avant et revenir à l'ancien régime si on est obligé de vendre au bout de 2 ou 3 ans. C'est ça, mais c'est pour avoir les bénéfices justement, d'avoir la valorisation de la pharmacie et aussi au niveau des impôts. Alors, je rebondis à la Aïcha par rapport à ça pour vous dire qu'il y a un vide juridique. J'ai posé la question, on ne m'a pas répondu parce que bon, ça fait partie de la vie, les décès. Si on meurt avant les 4 ans, est-ce que les héritiers vont profiter de l'avantage fiscal ou pas? Bon, il y a un vide juridique. Voilà. Je pose le débat. Je n'avais pas pensé. Voilà. Alors, on avait Dr Dres qui avait levé la main tout à l'heure. Oui, effectivement, je voulais rebondir un petit peu sur ce qu'ont dit mes confrères et sionistes. Au fait, je voulais signaler cette histoire de 4 ans parce qu'au fait, si le fisc a décidé de ne pas donner la possibilité aux pharmaciens de vendre les actions et ce qu'après 4 ans, c'est qu'il a compris bien, il a bien compris, l'administration fiscale a bien compris que derrière, il y a beaucoup de pharmaciens qui ont compris un petit peu que pour optimiser la vente, il fallait passer en SARL. Donc, d'où l'avantage de passer en SARL pour les gens qui veulent céder. La différence, et on revient dessus encore une fois, c'est quand on fait la pharmacie en tant qu'SARL et que la transformation elle a été effectuée correctement. Comment correctement? Correctement dans le sens où l'expert comptable qui vous a effectué la transformation, il a compris la valeur de la pharmacie par rapport à votre localisation. Je vous donne un exemple très rapide. Les pharmacies d'une certaine localité, allez, on va dire Rabat par exemple, elles se vendent à 100% du chiffre d'affaires. Que fait le comptable qui fait une transformation avec une bonne optimisation fiscale? Il prend pour une pharmacie qui fait 2 millions de dirhams, il crée une société après transformation qui a un capital de 2 millions de dirhams. D'accord? Après quelques années, la pharmacie, elle fait 2 millions 2 ou 2 millions 3 de chiffre d'affaires et donc elle va être revendue à 2 millions 2, 2 millions 3 puisque dans cette localité, en général, les pharmacies sont vendues à 100% de leur chiffre d'affaires. Eh bien, vous ne payez que 20% sur la différence entre 2 millions 3 que vous avez effectué après un certain temps et 2 millions de dirhams qui constituent la valeur de vos actions et donc de votre capital. Et donc, vous avez déjà 2 millions de dirhams qui rentrent dans votre poche et vous n'avez que les 300 000 dirhams d'augmentation où vous payez 20%. Plus les 6% qu'a dit peut-être les 6%, je ne suis pas sûr. C'est l'enregistrement. C'est ça. C'est ça. Mais on c'est celui qui achète, c'est Dres. C'est l'enregistrement. C'est celui qui achète qui va payer les 6%. Ouais. C'est ça. C'est ça. Celui qui ne paye pas ça. Donc, il est très important quand on transforme, d'être bien entouré, d'avoir des personnes qui savent faire cette transformation et qui savent, dans cette transformation, procéder à une optimisation. Parce que si nous, on a fait cette transformation, d'abord, c'est pour un petit peu différencier, faire la différence, faire la séparation entre
tout ce qui est activité professionnelle de l'activité personnelle, ça d'une part, mais pour aussi optimiser fiscalement cette activité qui est notre gagne-pain et qui est la pharmacie d'officine. Voilà. Moi, j'ai une question, vous Alors, permettez, madame? on Oui. avait Alors, d'abord j'ai une question, pardon. Docteur Zahi, excusez-moi, on avait la main levée de Siones Ah, avant, ok. je vais rebondir et ensuite je vous donne la parole. Siones, vous Alors, pouvez rebondir sur l'intervention du professeur Maout et Docteur Mernissi. oui, effectivement, je voulais juste, peut-être que tout à l'heure, je me suis mal exprimé par rapport à la vente des parts sociales. Une pharmacie qui est créée avec un capital de 100 000 dirhams, le jour où il va être vendu, ça ne veut pas dire qu'il va être vendu à 100 000 dirhams. Normalement, l'acquéreur lui-même, il doit évaluer la valeur avant d'acheter. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il est taxé juste par rapport aux parts sociales, parce que la part sociale, normalement, il ne va pas rester la même 100 dirhams ou bien jusqu'à la date de vente. C'est juste, je voulais juste éclaircir ce point-là. D'accord, d'accord, parfait. Docteur Zahi, c'est Alors, un... je voudrais juste poser une question à Siones pour lui dire, par exemple, dans le cas d'une transformation de personne physique à morale, l'expert comptable a donné une valeur qui était supérieure à la vraie valeur de la pharmacie et que, bon, on voudrait vendre, par exemple, il a donné 6 millions de dirhams et que, bon, la valeur de la pharmacie est descendue à 5 millions. Est-ce qu'on peut vendre à moins c'est-à-dire à une valeur inférieure à la valeur de la valorisation de la pharmacie qui est faite par l'expert comptable? Voilà ma question. Merci, Docteur Zahi. Younes, à vous. Ma question est assez Younes. D'accord. La question, si j'ai bien compris, c'est on a une valeur qui est supérieure à la valeur dont on veut vendre. Oui. C'est bien ça. Non, c'est le contraire. C'est-à-dire le comptable a fait une valeur, je dis 6 millions de dirhams, alors que bon, quelques années après, la valeur de la pharmacie réelle de vente, elle va être à 5 millions. Ce serait le cas d'une moins-value. Oui, ben voilà, justement. On peut toujours vendre à ce prix-là. La contrainte serait plus par rapport à la DGI, oui, à la DGI, parce que théoriquement, même eux vont pas, ça ne va pas passer chez eux. Parce que tu as déjà fait une acquisition à un prix. On ne peut pas vendre à perte, voilà. C'est ça, on ne peut pas vendre à perte. Même si on propose un argus immobilier, par exemple, du quartier ou une justification comme quoi les autres pharmacies du quartier ou même des fonds de commerce autres dans le quartier ont été vendus à ce prix-là comme justificatif. Est-ce que c'est des justificatifs recevables? Ça reste plus ou moins subjectif par rapport, oui, par rapport à l'agent d'administration. Donc, c'est aussi question d'argumentation par rapport à la DGI. Mais on ne peut pas diminuer la valeur de la pharmacie. Une fois qu'elle a été faite à 6 millions, par exemple, Oui. on ne peut pas dire, bon, ben voilà, on va la descendre à sa vraie valeur qui est dans l'état actuel des choses, et ouais, on va vendre. On ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas revenir en arrière. OK, merci beaucoup. Okay. Alors, je vais commencer à adresser les questions de nos participants avec Siones. La première, c'est par rapport à la question des salaires. Donc, concernant les éléments constituant salaire, salaire brut, heures supplémentaires, prime d'ancienneté, prime de transport, prime de panier, prime de Eid al-Adha ou encore prime de garde, lesquels sont exempts d'impôt lors du calcul de l'IGR du salarié. Est-ce que le calcul de la pension de retraite inclut ces exemptions dans le calcul du salaire mensuel? Alors, c'est une question qui nous a été transmise par le biais de Dr Zahi, que nous remercions. Merci beaucoup, docteur. Il y a une liste de tous les éléments qui sont exempts d'impôt. Je vais donner la main à Younes qui va partager son écran pour pouvoir vous présenter cette liste-là. Je ne sais pas, est-ce que c'est bon? Oui, c'est bien.
Alors, et en 2017, l'administration avait mis en place une liste des indemnités exonérées, genre déjà indemnités de déplacement et frais de déplacement, euh, et qui sont exonérées de l'IR et de la CNSS aussi. Indemnité kilométrique fixée à 3 dirhams le kilomètre. Il y a aussi indemnité de transport, 500 dans le périmètre urbain et 750 hors périmètre urbain. Le cas où on a une voiture de fonction en service aussi. La prime de tournée, elle est plafonnée à 1500 dirhams par mois. On a aussi indemnité de caisse, c'est 190 par mois. Indemnité de représentation à 10% du salaire de base, mais elle concerne exclusivement les managers, les directeurs, etc. Donc, des gens qui ont la responsabilité. Prime d'outillage, prime de salissure. Bon, il y a pas mal de... Aussi, on a l'indemnité de nourriture. Il y a aussi indemnité ou bien gratification ça liée à des événements familiales. Là, elle regroupe l'ensemble des indemnités, à savoir l'Eid al-Adha, Ashura, même prime de naissance, etc. Aussi prime de voyage pour le mec, etc. Donc, je pourrais éventuellement la partager avec Madame Nouha, comme ça. Alors, ce qu'on va faire, merci beaucoup Younes, c'est que vous la retrouverez dans la bibliothèque digitale de la plateforme Pharmacien Manager. Je finirai d'ailleurs par une petite présentation de cette plateforme et des différents services que vous pouvez y trouver. Et vous allez pouvoir y trouver justement ce genre de documentation à votre disposition pour les utiliser dans votre exercice au quotidien. Alors, concernant les autres questions que nous avons une question par rapport à la TVA. La TVA pour les SARL ayant un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions de dirhams, est-ce que la déclaration de paiement sont idem aux personnes physiques ou bien on déclare même avec un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions de dirhams? Alors, je commencerai par répondre et puis Younes, n'hésite pas à compléter bien sûr. C'est que la TVA est obligatoire pour la SARL. Elle est mensuelle. La déclaration se fait de manière mensuelle avec la différence entre les ventes, tout ce que vous avez vendu et les achats. Quand vous avez un chiffre d'affaires inférieur à 1 million de dirhams, la seule différence, c'est qu'au lieu qu'elle soit mensuelle, elle est déclarée de manière trimestrielle. Alors, qu'est-ce que ça change par rapport à la personne physique? Younes, si tu peux compléter. Alors, par rapport aux personnes physiques, le changement qu'il y a, c'est la base de chiffre d'affaires. Pour la personne physique, si on est à moins de 2 millions de chiffre d'affaires, on n'est pas obligé de déposer la déclaration de TVA. Sinon, pour la SARL, peu importe le chiffre d'affaires, on est dans l'obligation de la déposer soit trimestriellement ou mensuellement en fonction du chiffre d'affaires réalisé. Parfait, merci beaucoup. Par rapport à la seconde question que nous avons, c'est par rapport aux revenus fonciers. Donc, on revient à l'axe numéro 2 que nous avons traité, qui seront rajoutés au revenu global pour une personne physique. Mais qu'en est-il pour une personne morale? Et alors, est-ce que ça va avantager l'impôt sur une personne physique ou sur une personne morale? Alors, je récapitule, je pense, la question, si j'ai bien compris. C'est que la personne en question a compris que maintenant, les revenus fonciers, donc tout ce qui est en relation avec la location immobilière, etc., vont être impactés au revenu global de la personne physique, donc imposés un barème de 38% quand c'est supérieur à 180 000. Mais c'est quoi la différence par rapport à une personne morale? Donc, si j'exerce avec une pharmacie en SARL, j'ai des revenus fonciers, combien d'impôts je paye dessus? Alors, moi, je pense que... Oui, vas-y. Oui. Alors, si je suis une personne morale et que j'ai des revenus fonciers, normalement, ils rentrent directement en chiffre d'affaires. Non, mais alors, en chiffre d'affaires? En chiffre d'affaires? Parce que moi, en tant que personne en chiffre d'affaires ou avec les revenus imposables? C'est un revenu.
Oui, mais Alors, s'il rentre mon chiffre d'affaires, je vais pouvoir faire tous les calculs pour pouvoir dégager mon bénéfice. Si, par exemple, je Si fais j'ai 2 bien millions de compris. chiffre d'affaires et que j'ai, par exemple, 200 000 dirhams de loyer. Donc, mon chiffre d'affaires va être 220. Mais si j'ai le million. alors, Oui. attention. Il faut Non, 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 d'abord. non. Il y Non, a non, quelque non. chose qui cloche. Il y a quelque chose. Non. Alors, docteur Zahi, il faut que l'appartement soit déjà dans l'actif de la personne morale, donc dans l'actif de la société, pour Oui. que son loyer soit intégré à vos revenus en tant que chiffre d'affaires. Mais si c'est votre appartement à vous ou un autre bien, peu importe, un terrain, quelque chose que vous louez en tant que personne, ça n'a rien à voir par rapport à Ok, votre d'accord. salaire. Et à ce moment-là, l'impôt est celui du barème de l'impôt. Donc, supposons que vous avez un appartement que vous louez à 5 000 dirhams par mois. Donc, 5 000 dirhams par mois, vous allez être imposé au niveau de la tranche de l'IR. Donc, je n'ai pas le tableau sous les yeux. Oui, de toute façon, c'est facile, on pourra la retrouver, pas de problème. Loin d'avoir 180 000 dirhams par an à 5 000 dirhams par mois. Donc, ça un calcul sur l'IR. À partir du moment où c'est inférieur à 180 000, ce sera soit 34%, soit 30%, etc. Si c'est votre bien personnel et pas le bien de votre pharmacie en tant que SAI. Est-ce que D'accord. ça clarifie? Par rapport aux autres questions que nous avons, est-ce qu'on peut se transformer de SARL à personne physique? Est-ce que c'est légalement possible? Comme on l'a dit tout à l'heure, on a déjà répondu à cette question. Ce n'est plus possible. Donc, il faut trouver des bonnes raisons de rester SARL et de tirer le maximum d'avantages de votre situation. Nous avons une question. Je viens d'ouvrir en SARL depuis juillet 2022, c'est-à-dire 6 mois. Le magasin m'appartient. Si je vends, imaginons demain, comment évaluer mon prix de vente et que vais-je payer comme impôt, s'il vous plaît? Alors, déjà, évidemment, qu'à partir du moment où vous vendez, vous allez payer un impôt sur la plus-value de la vente qui est de 20%. Pour évaluer votre prix de vente, je pense qu'il y a des valorisations qui se font faites par des experts comptables. Ces valorisations-là doivent être faites par des professionnels de la DA. Je laisserai donc Younes compléter par rapport à cette question de valorisation pour l'évaluation du prix de vente. Si tu permets, Noah, que j'intervienne juste 2 Bien sûr. minutes. Voilà, on vient de m'envoyer l'édition d'aujourd'hui de l'Économiste, où c'est écrit en grand sur la première page, loi de finances, l'amendement surprise, les professions libérales, personnes physiques, désormais exonérées de la TVA. Condition, ne pas dépasser un chiffre d'affaires annuel de 500 000 dirhams. Et après, il y a écrit avocat, interprète, notaire, architecte, géomètre, topographe, vétérinaire, concerné. Voilà. Je vous invite à lire un petit peu cet article, voir un peu de quoi il s'agit. Mais voilà, ça c'est l'édition d'aujourd'hui, jeudi 22 décembre Excellent. 2022 Excellente nouvelle pour les de personnes l'économie. physiques. Ça nous donnera l'occasion de revenir encore une fois débattre un petit peu de ces, de ces Sur la nouvelles. TVA, surtout qu'il y a eu des changements aussi par rapport aux médicaments et que c'est une grosse partie du chiffre d'affaires d'une pharmacie. Donc, oui, ce serait intéressant de voir un peu les différents calculs, comment retraiter en fonction de vos produits, vos tableaux de bord financiers dans ce sens-là. Donc, Younes devait compléter par rapport à la valorisation de la pharmacie avant sa revente. D'accord. Alors, pour la valorisation de la pharmacie, normalement, c'est fait par un commissaire aux apports, c'est-à-dire c'est un commissaire au compte qui prend en charge la valorisation de la pharmacie et par la suite, il lui donne une valeur, la valeur à l'instant où elle va être vendue, en la comparant avec, normalement, pour une salle, on a c'est plus, comme je disais tout à l'heure, c'est c'est le démarrage, donc c'est-à-dire avec les parts sociales de démarrage, de création avec sa valeur actuelle, y compris tout ce qui est fonds de commerce, l'achalandage, le tout. Alors, on a une question, je pense, qui est pour
avoir le retour d'expérience de Dr Zahi, mais également l'expertise de professeur Maout en tant que professeur en droit pharmaceutique. Et c'est une question qui revient assez souvent, c'est-à-dire dans le cas où le propriétaire de la pharmacie ne veut pas procéder à la modification du contrat de bail nécessaire à la transformation de la SARL, quelle est l'alternative? Et voilà, si possible, clairement, le demande le partage d'expérience de Dr Zahi, qui apparemment est passé par Ben, là. je suis passée par là justement. Bon, il n'y a pas, c'est-à-dire que si le propriétaire refuse, eh ben, il faut absolument essayer de trouver un compromis avec lui. Et le compromis qui marche, apparemment, bon, en tout cas, moi, je suis passée par là, c'est lui montrer un petit peu d'argent. Donc, on augmente le loyer, on lui donne enfin, un chèque. Mais sans ça, on ne peut pas justement rendre la situation claire et nette, et surtout dans le cas de vente d'actions, pour céder les actions. Tous les pharmaciens qui voudront reprendre justement ou alors acheter les actions, ils voudront absolument, pour rentrer dans la société, il faudrait absolument que le propriétaire accepte ça. Parce qu'il peut porter plainte et dire, moi, j'avais loué à telle personne et que maintenant, vous êtes à deux. Donc, moi, je conseille à ce qu'il faut trouver un compromis, et le compromis, c'est l'argent. D'accord, merci pour votre retour d'expérience sans langue de bois et très réel. C'est ce que nous cherchons dans ce genre de webinaire. L'avis de l'expert en droit, professeur Mayout, qu'est-ce que vous conseillez dans ce genre de cas? C'est lui qui m'a conseillé. Ah, ben oui. Moi, je pars du principe que il vaut toujours, donc un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Donc, Voilà, j'ai suivi tes conseils, c'est Mohamed. il vaut mieux trouver, mais le bon arrangement. Sauf que je voudrais, donc là, donc on va faire un petit peu, on va parler droit, donc, là, parce qu'il y a une loi qui a été donc, promulguée en 2016 qui régit le bail commercial. Et donc, au niveau de ces dispositions qui sont d'ordre public, elles sont impératives. On ne peut pas y déroger. Donc là, cette loi, donc, elle sécurise davantage le commerçant dans son local. Donc, une fois qu'il va acquérir le droit au bail, soit après l'écoulement de 2 ans, s'il n'y a pas une avance donc comme droit d'entrée, ou bien s'il y a un droit d'entrée qui a été versé entre les mains du propriétaire et bien sûr mentionné soit au niveau du contrat de bail, soit dans un acte séparé, il bénéficie automatiquement et dès le départ de ce droit au bail. C'est quoi le droit au bail? C'est de permettre donc aux commerçants de passer le contrat de bail à une tierce personne qui n'a pas été donc, dans le cadre du contrat, c'est-à-dire n'a jamais fait partie du contrat. Et là, le propriétaire n'a aucun droit là-dessus. Il ne peut dire rien, sauf qu'il faut passer par une étape qui est indispensable et primordiale, c'est de l'informer. C'est une simple information. On n'a pas besoin de son accord, on n'a pas besoin de son avis. Il faut juste l'informer. Donc, il y a une procédure, il faut donc, lui envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception, comme quoi Aïcha Zahir a cédé son fonds de commerce, pharmacie Intel, que ce soit sous forme de SARL ou bien donc, la loi a été donc, silencieuse là-dessus, donc, ce qui fait donc, que ça s'applique à la fois pour la pharmacie personne physique ou bien SARL, on informe de la cession. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire ce propriétaire? Soit donc, d'opter pour ce qu'a fait Aïcha, c'est-à-dire de faire un petit conciliabule et trouver donc une solution. Donc, il va tranquilliser et l'acquéreur du fonds de commerce et donc la personne qui cède et le propriétaire. Sinon, ce qu'il peut faire, c'est qu'il a 30 jours, il dispose, le propriétaire qui ne veut pas donc, que ce transfert de bypass d'une main à une autre, il a 30 jours pour déposer la totalité du prix de vente mentionné dans le cadre soit du compromis de cession de fonds de commerce ou bien s'il s'agit d'un contrat définitif, de déposer dans l'intégralité, c'est-à-dire intégralement entre les mains du notaire ou bien donc, entre les mains du secrétaire greffier du tribunal. Pour reprendre, non pas le fonds de commerce, mais c'est une reprise des locaux. Il va reprendre son local et donc là, donc, il y a plus de, ne peut pas prétendre avoir un fonds de commerce. Donc le droit au bail, avant c'était donc une construction jurisprudentielle. Aujourd'hui, ça a été donc introduit dans le cadre du droit commercial. C'est qu'elle protège le commerçant au niveau dans son activité, au niveau de son local. Parce que c'est vrai, la propriété foncière, elle est beaucoup plus énergique que la propriété commerciale, mais
Donc là, il y a eu à un certain moment beaucoup d'abus de la part des propriétaires, donc qui abusaient de ce droit de reprendre le foncier et d'éjecter le commerçant qui développe une activité à un fonds de commerce. Aujourd'hui, donc le droit intervient beaucoup plus pour rétablir un équilibre et protéger davantage le commerçant dans son activité. Ok, c'est parfait. Merci beaucoup, professeur. On va prendre une dernière question qui nous restait de la part de nos participants. Désolée si pour tous les autres qui sont encore en train d'écrire les questions, on essaiera de continuer le débat, mais comme nous arrivons à terme du webinaire, alors il y a une question par rapport pour une pharmacie qui a une valeur de 10 000 de départ et qui a été vendue à 1 million, on paye combien d'impôts? C'est tout simplement les 20% sur la c'est-à-dire 900 000 dirhams de plus-value et donc 180 000 dirhams de paiement. Voilà pour... nous avons essayé d'adresser l'ensemble des questions. On espère que on n'a frustré personne. En tout cas, les retours d'expérience étaient vraiment très intéressants. Merci beaucoup pour vos avis vraiment sans langue de bois et complètement réels de vos retours d'expérience, chers pharmaciens. Merci beaucoup, Younes, pour ton expertise. Je rappelle, Younes est manager associé du cabinet BT Conseil, qui est un cabinet d'expertise comptable, de tenue de comptabilité que j'ai moi-même utilisé, donc je suis satisfaite. Concernant notre rendez-vous aujourd'hui, c'est le rendez-vous virtuel du pharmacien manager. Alors, n'hésitez pas, par rapport à la plateforme Pharmacien Manager, c'est une plateforme qui offre plusieurs services pour l'ensemble des pharmaciens, qui a vraiment comme ADN de faire évoluer le métier du pharmacien, de vous aider dans votre exercice au quotidien. Donc, n'hésitez pas à vous y rendre. Il y a Taha qui vient de vous mettre un lien sur le chat. Sur ce lien, vous allez directement être redirigé vers un groupe WhatsApp. Dans ce groupe WhatsApp, vous aurez toutes les informations pour vous inscrire facilement. Quels sont les services que vous allez y retrouver? Quelles sont les capsules vidéo que vous pouvez visionner? Alors, pour votre information, en étant inscrit à cette plateforme, vous avez accès à des webinaires comme ça, en moyenne une fois par mois, sur des thématiques, que ce soit managériales ou scientifiques, mais vous avez aussi des capsules préenregistrées en studio qui font de 5 à 20 minutes par des experts qui vont parler de thématiques qui concernent le pharmacien. Mais vous avez aussi la bibliothèque digitale où vous allez pouvoir retrouver des informations pertinentes sur des formulaires repris des autorités locales, des ministères de la DGI. Vous y retrouverez notamment donc la liste de tout ce qui est indemnité exonérée d'impôts qui vous a été partagé par Younes tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour avoir plus d'informations. Je vous remercie pour ma part, comme d'habitude, pour votre écoute active, pour vos interactions, puisque un webinaire ne se fait pas sans la qualité de ses participants. Et je réitère bien sûr mes remerciements à l'agence EasyCom organisatrice et à nos chers orateurs qui sont là, qui sont toujours au rendez-vous et très impliqués. Donc, à très vite tout le monde. Merci. Merci à vous.